Bonjour, je me présente, mon nom est Ginette Lacroix de la FADOC de Boucherville. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Louis Sirois, qui est propriétaire de Vis-à-Vis, une entreprise qui offre des services d'accompagnement pour la recherche d'une résidence pour aînés, ainsi que des soins à domicile. Alors, on parle de soins privés ici, à domicile. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de comment choisir judicieusement une résidence privée pour aînés. Alors, M. Sirois, Louis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer notre discussion, notre entretien, j'aimerais préciser que si vous avez des questions, celles-ci pourront être répondues à la fin de l'entretien avec Louis Sirois. Alors, et aussi, bien entendu, que cette capsule sera enregistrée. Alors, si vous désirez réécouter cette capsule-là, vous pouvez retourner sur le site de la ville de Boucherville où vous vous êtes inscrit et revisionner tout simplement la capsule. Si des questions vous viennent après notre entretien, il est toujours possible de les poser, toujours sur le site de la ville de Boucherville. Alors, encore une fois, merci Louis d'être avec nous. D'abord, avec tout ce qu'on a entendu durant la pandémie, on a parlé de CHSLD, conventionnés, non conventionnés, de ressources intermédiaires, RPA et tout ça. Pouvez-vous nous donner une description plus précise de ce qu'est ce type de résidence? Effectivement, c'est pas facile. Mais premièrement, merci de m'inviter la FADOC d'être là ce matin, la ville de Boucherville. Alors, ces termes-là ont été un petit peu, je vais dire, mélangés avec tout ce qui s'est passé dans les nouvelles. Le gouvernement, lors de leurs annonces ou de leurs points de presse, ont fait l'erreur de mélanger CHSLD et RPA. Donc, ce matin, on va essayer de mettre ça un peu plus clair pour tout le monde pour que ça soit plus simple. La façon la plus facile, c'est de déterminer ce qui est autonome et non autonome. Donc, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Quand on tombe dans ce qui est le plus non autonome, où est-ce que les gens ont besoin de plusieurs heures soins, qui en théorie est plus de 3h30 d'heures soins, on va passer en CHSLD. Les CHSLD, il y a deux catégories. Il y a la catégorie publique et la catégorie privée. Donc, pour quelqu'un qui voudrait aller dans un CHSLD public, doit travailler avec le milieu de la santé, donc une travailleuse sociale, qui va faire une évaluation de cette personne-là. Donc, après l'évaluation, puis sans devenir très compliqué, on appelle ça une évaluation SMAF, la personne va être ou admis ou pas admis au programme d'aller en CHSLD. Donc, ceci doit être fait avec l'aide, comme je le mentionnais, d'une travailleuse sociale. Pour quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'heures soins et qui ne veut pas, cette personne-là ne veut pas aller dans le milieu public, il y a des CHSLD privés qui vont vous admettre, après aussi une évaluation, mais qui vont vous admettre, mais vous comprendrez que le coût en privé est un peu plus exhaustif. On parle de prix de plusieurs milliers de dollars, probablement plus de 5 000 dollars par personne, qui serait le bas de l'échelle en CHSLD. Il y en a qui sont un petit peu moins chers, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça, c'est pour la portion CHSLD. Lorsqu'on a un peu moins de soins, on a encore une fois deux choix. Quand les gens parlent de RI ou ressources intermédiaires, on parle entre 1h30 et 3 heures soins approximativement. Puis ça, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Moi, je vais avoir un appel tantôt. Qu'est-ce qui est 1h30 de soins, là? Mais la personne doit aussi travailler avec une travailleuse sociale qui, elle, après avoir fait son évaluation, va mentionner, OK,
vous cotez pour aller en RI et c'est une entreprise ou un organisme public. Une RI, c'est public. Alors, il y en a qui mélangent, on a des RI privés, ça n'existe pas, c'est public. Alors, là, la personne fait application et sera admise en RI. On comprendra que tout ce qui est événement ou emplacement gouvernemental, il y a toujours des listes d'attente. C'est assez rare qu'on peut arriver et du jour au lendemain, on rentre. Il y a des emplacements intermédiaires parce qu'ils nous font attendre. Mais c'est un processus plus long. Si on a ce même, je reviens au privé, si on a le même nombre d'heures soins, entre 1h30 et 3 heures, on peut aller dans une résidence qui offre des soins. Il y a des étages soins en résidence privée. Et là, les gens vont pouvoir être admis et payer ce montant mensuel qui est plus élevé que d'aller dans le public. Et dernièrement, là, on a la fameuse RPA, les résidences pour personnes âgées, où là, la majorité, on a des aînés qui sont autonomes, des fois qui ont besoin d'un peu d'aide à la carte. Et puis ça, bien, ça va dépendre des choix qui vont être offerts. Puis c'est là qu'on peut aider à dire, OK, telle résidence va avoir ces soins-là ou ces services-là. Puis ça, on est capable d'aider à trouver ça. Fait que j'espère que ça donne un peu une idée sur les 3 types là, de résidences. C'est pas si compliqué, mais il faut savoir ce qu'on fait. Oui. Alors, dans le fond, il ne faut vraiment pas mélanger, par exemple, CHSLD et, par exemple, RPA. Hein? Dans les termes, c'est tout à fait deux différents types de résidences. Absolument, c'est bien ça. Complètement différent. Aussi, Louis, dans les médias, durant la pandémie, on a beaucoup entendu parler dans les RPA où les activités étaient limitées. Par exemple, que ce soit des activités même au niveau des repas. Comment ça se passe à l'heure actuelle? Là? On est en juillet. Là. Comment ça se passe maintenant, la vie en résidence actuellement? Il y a eu, si on parle un peu de l'évolution de tout ça, là, c'est une première. Hein? Personne n'a jamais vécu une telle pandémie, à moins que quelqu'un était là en 1918, puis il n'y en a pas beaucoup. Alors, cette pandémie a fait en sorte que les résidences se sont retrouvées face à face avec une situation qu'ils n'avaient jamais vécue. Donc, cela étant dit, le gouvernement a mis en place, le ministère de la Santé a mis en place des procédures, des méthodes, mais qu'eux aussi n'avaient jamais vécu. Hein? Donc, ça a été difficile en résidence et ça a été géré de façon différente dans toutes les CIUS et les CIS à travers le Québec. Donc, ce qui était fait dans le CIUS à Québec, puis qui était fait dans un CIUS à Montréal, des fois, c'était 2 choses complètement différentes, mais ils ont donné des instructions aux résidences. Et comprenons qu'au Québec, il y a 1700 résidences à peu près, et les propriétaires de ces résidences-là n'ont pas tous suivi à la lettre ce qui était là, mais majoritairement, au début de la première vague, tout a été stoppé. Plus d'activités, plus de restaurants, plus de sorties de l'appartement. C'était vraiment assez spécial, plus de visites. Et c'est là qu'on a vu des horreurs, des choses pas plaisantes à voir. Par la suite, ben, l'évolution a fait en sorte que les gens ont commencé à s'adapter. On a vu que des gens avant, c'était je touche puis j'ai un virus, puis là, c'était plus aérien. Fait il y a eu toutes sortes d'hypothèses qui ont été mises en place, mais lors de la fin de la première vague, il y a eu une ouverture des résidences. Hein? Les résidences ont permis de faire certaines choses à l'intérieur, certaines activités, certaines visites, mais très c'était en parcimonie, c'était très petit, mais un peu de liberté pour ces aînés qui en avaient besoin. Et là, la deuxième vague a frappé, il y a eu une fermeture à nouveau, hein? Et là, ça n'a pas été jojo, ça non plus. Et aujourd'hui,
pour faire suite à votre question, aujourd'hui, on n'est pas exactement où on était pré-pandémie, mais il y a une grande, grande ouverture, c'est-à-dire les visites se font de façon très ouverte. Les gens continuent à avoir ces mesures de sécurité avec tout ce qui est hygiène, masque, etc. Mais ils sont capables de voir leurs amis. Les doubles vaccins qui sont dans, je vais dire aujourd'hui, à plus de 98% dans tout ce qui est CHSLD et résidence, fait en sorte que les gens peuvent se côtoyer, voir leur famille. On est à des années-lumière de ce qu'on a vu à la vague 1. Puis on comprend que l'impact sur ce que les gens vont avoir dans leur tête, ça va s'amoindrir. Les gens vont oublier, avec raison, parce que le vaccin fait son ouvrage. C'est ça. Alors, le taux de satisfaction des gens en résidence actuellement, je dis bien, est quand même satisfaisant. Absolument, absolument. On est à une autre place. On travaille avec des milliers et des milliers d'aînés à chaque année et on voit la différence maintenant parce qu'on reste en contact avec nos clients et c'est une autre chose. C'est tout à fait. Ouais. Et dites-moi, Louis, quand on envisage d'aller vivre en résidence, c'est quoi les éléments les plus importants? Je ne parle pas d'étapes ici, mais plus au niveau des besoins, de ses propres besoins. Comment on les évalue, nos besoins comme tels? Surtout à ce niveau-là. C'est un choix quand même. C'est un choix de vie très important. C'est un milieu de vie qu'on va choisir pour nos vieux jours. Alors, comment on regarde tout ça? Je répondrais au début de cette question-là avec une donnée statistique. Okay? Au Québec, 18% des aînés de 75 ans plus iront en résidence. 18%. Et 82% vont rester à la maison. On a besoin normalement, dans la plupart des cas, on a un déclencheur pour aller en résidence. Et ce déclencheur-là, il y en a de toutes sortes. Je vous conterai un peu l'histoire de mon papa, si ça vous le dit. Le déclencheur est perte de conjoint, en est un. Perte d'autonomie physique et ou cognitive. Je suis tanné de m'occuper de ma maison. Je ne suis plus capable de m'en occuper. Je ne veux plus m'en occuper. Je ne veux plus cuisiner. J'ai une multitude de points comme ça. Je veux me rapprocher de mes enfants qui sont à l'extérieur. Il y en a plein comme ça, mais ça prend un déclencheur. Mon papa, c'était un peu spécial, si je peux conter cette histoire-là. Oui, mon papa, ça faisait 6 ans que ma mère était décédée. Il vivait dans sa maison, puis c'était un homme très manuel, qui était capable de faire ses choses. Et ça faisait 6 ans qu'on lui disait, papa, peut-être tu devrais y penser sans mettre de pression, parce que ce n'était pas nécessaire. Et non, pas nécessaire, pas nécessaire, pas nécessaire. Il décide. Je ne suis pas prêt. Hein, je suis pas prêt. Puis on regarde la statistique, 18% résidence, 82% à la maison. Ben, lui, il était dans le 82%, je veux rester à la maison. Il s'en va visiter sa sœur en Floride. Il va passer 2 semaines en Floride. Et à son retour, il rentre chez lui et il s'était fait cambrioler. Et là, la réaction était immédiate. Ça l'a pris 2 minutes. Il m'appelle. Il dit, Louis, je suis prêt, je vais aller en résidence. OK. Donc, 3 mois après, la maison était vendue, il était déménagé en résidence et il était fort heureux. Il s'est fait beaucoup d'amis, il a fait plein d'activités et du moment que... Fait que c'était un changement, mais c'est le changement qui est difficile. Puis les résidences aujourd'hui... la perception de plusieurs aînés, surtout ceux qui ont en haut de 75-80, ce sont des places où je m'en vais
finir ma vie. C'est loin de finir notre vie, là. Les résidences sont vraiment, vraiment belles. Il y a des résidences qui sont impeccables. C'est un peu, s'il y en a qui connaissent le Club Med, c'est un peu comme le Club Med. Il y a plein d'activités, des restaurants, le bowling, le golf, l'horticulture, les visites, la librairie, les clubs de bridge, le bowling, et j'en passe. Fait on a tous les choix, grosses, petites, moyennes, tous les prix. Fait que c'est un peu les questions qu'on se pose, que ça prend le déclencheur. Puis après ça, on se pose des questions. OK, l'aspect monétaire en est un. Hein, c'est toujours un élément incontournable. Les activités que je veux faire, la proximité des enfants. Je veux avoir un gros immeuble, un petit immeuble. Je veux être un peu à l'extérieur, je veux être plus proche. Ce sont des éléments majeurs, puis les activités qui se font à l'interne sont prédominantes aussi. Les gens posent ces questions-là. Il y en a beaucoup aussi qui se posent la question, probablement que je vais avoir un problème éventuel, on ne l'espère pas. Est-ce que cette résidence-là va pas être capable de m'offrir des soins? Bon, on ne dit pas que ça prend toujours des soins, mais on essaie de voir si la résidence, si c'est un point important pour la personne, si la résidence va offrir des soins à l'intérieur. Plusieurs résidences vont offrir entre 5 et 10 de leur logement en soins. Ils vont avoir des étages soins. Et il y en a qui vont offrir des soins à la carte. Donc, ils vont être capables d'offrir des soins dans leurs appartements. Puis encore une fois, ça a l'air spécial, mais on peut aller dans une résidence complètement autonome. Complètement autonome. Il n'y a pas de soins. Et faire appel à certaines entreprises pour avoir des soins à domicile à la maison. Fait que, donc, on a le meilleur des deux mondes. Bon, excellent. Dites-moi, Louis, quand notre idée est faite, là, puis on opte vraiment pour une résidence pour aînés, quelles sont les étapes de la démarche de recherche de résidence? Ça, c'est une excellente question. Les étapes, on pose toujours la question s'il y a des enfants pas ou s'il y a des proches, mais on essaie d'avoir des discussions de famille. Parce que on ne veut pas briller personne, puis on veut faciliter cette transition, puis on veut que ça soit plaisant. Donc, une des choses que les gens font maintenant, qu'on trouve excellent, ils vont aller sur le web et ils vont aller consulter pour essayer de trouver des résidences. Hein? Et c'est surtout je ne dirais pas surtout les enfants, mais principalement les enfants qui vont aller faire ces recherches-là. Le web aujourd'hui là, offre une vaste quantité d'informations. Le problème, c'est qu'il y en a une vaste quantité. Comment on fait pour pouvoir trouver la bonne résidence? Parce que d'arriver puis de choisir, il y a des sites aujourd'hui qui vont vous permettre de trouver, qui vont rencontrer vos critères. Là. On peut tomber sur 10, 15, 20, 25 résidences. Comment on fait pour déterminer quelle est la bonne? Parce que s'évaluer nous-mêmes, c'est pas toujours évident. Parce que ce qu'on conseille, puis je n'essaie pas de prêcher pour ma paroisse, parce qu'on est quand même un service qui est gratuit, ce qu'on fait, c'est que nos conseillères vont à la maison et vont passer 1 heure ou 2 avec l'aîné et la famille afin de bien comprendre les besoins. Et là, par la suite, on va déterminer un nombre restreint de résidences, puis on travaille avec toutes les résidences, donc c'est pas compliqué. On va aller visiter quelques résidences, parce que sinon, pour un aîné d'aller visiter 10 ou 15 résidences, on suggère que ce n'est pas la bonne approche. Il y en a beaucoup trop. C'est fou. Juste à Montréal, il doit y avoir facilement, dans le Grand Montréal, il doit y avoir facilement 500 résidences. On fait comment? Avec notre aide, sans pression, avec aucune... On va rencontrer les personnes
et on détermine le bon choix. Et après ça, on aide à la signature de bail si signature il y a. Puis on en parlera un peu tantôt. Oui, tout à fait. Bien, justement, une fois que le choix est fait, là, on a trouvé la bonne résidence, là, il y a un aspect contractuel, bien entendu, à ça. Et alors, qu'est-ce qu'on doit... Naturellement, il faut que tout ça ait répondu aussi à notre budget. Là, hein? Absolument. Ça, c'est un autre élément, c'est vrai qu'on n'a pas abordé, Louis, c'est le budget. Parce qu'on entend dire que c'est quand même assez dispendieux. Là, je ne parle pas du CHSLD privé, mais c'est assez dispendieux. Il faut tenir compte peut-être des inclusions et tout ça. Puis, il y a certains crédits, je crois, au niveau fiscal. Vous connaissez ça? Un petit peu, oui. C'est bon. Un petit peu. Effectivement, l'aspect monétaire est un facteur important. On est chanceux au Québec, puis parce qu'on connaît quand même les programmes du reste du Canada. On a cette chance au Québec d'avoir on appelle ça un crédit d'impôt pour maintien à domicile. Ce qui nous permet d'avoir, quand les gens attendent crédit d'impôt, oui, mais je ne fais pas d'argent, je fais un crédit d'impôt. Pour moi, c'est le mauvais terme. Je ne dirais pas ça au gouvernement, mais le gouvernement va vous donner, en fonction de tous les services que vous allez prendre en résidence, vont vous donner un montant mensuel. Et on ne rentrera pas dans le détail du crédit d'impôt parce que c'est un petit peu complexe. Mais c'est là qu'on est capable d'expliquer ça. Quand on va à la maison, on explique ça et on détermine ce crédit-là pour les familles. Hein, on est capable de déterminer ça. Et fait que c'est un montant d'argent qui est remis à l'aîné pour pouvoir aller en résidence. Fait que ça, c'est une chose. Et là, je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. Il y a certaines résidences, juste avec la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti, on est capable d'avoir une chambre en résidence avec 3 repas par jour. Okay? Fait que si quelqu'un n'a pas d'argent, oui, mais je n'ai pas d'argent, j'ai pas. Si vous avez une pension de vieillesse avec un supplément de revenu garanti, il y a des choix pour vous. Bon. Par la suite, bon, les options sont multiples. Hein? C'est comme les choix de voiture. Il y a des voitures à 10 000 $, puis il y a des voitures à 200 000 $. Fait que c'est un choix, puis là, on guide. Hein? Il y a des gens que l'aspect monétaire n'est pas un facteur. Il y en a d'autres que c'est tout à fait un facteur. Fait on guide parce que ça ne donne rien d'essayer d'aider quelqu'un puis de lui donner les mauvais choix pour lui, surtout sur son aspect monétaire. Quand on tombe dans l'aspect bail, oui. Ça, c'est la beauté du Québec. Il y en a qui n'aiment pas ça, les propriétaires, des fois, aiment moins ça. Mais le bail est régi par l'ancien qui était la régie du logement, qui n'existe plus. Ça s'appelle maintenant le tribunal administratif du logement, donc le TAL. Les baux sont uniformes. Ce sont tous les mêmes baux. Et lorsqu'on va en résidence, il y a ce qu'on appelle un annexe 6. Bon, encore une fois, sans rentrer dans trop de détails, le bail est standard. Ça va vous dire, vous allez louer l'appartement numéro 777 dans telle résidence. Le loyer est de X nombre de dollars par mois. Votre bail commence, par exemple, le 1er juillet 2021 et se termine le 30 juin 2022. Fait que ça, c'est l'essence du bail, avec une multitude de clauses légales qui sont pré-inscrites. Il n'y a pas de changement possible. Ils sont tous là. Après ça, on a cette annexe 6, qui sont toutes les options que l'aîné va avoir dans sa résidence. Qu'est-ce que la résidence donne comme services qui sont inclus dans le bail? Là, à ce moment-là, c'est clair, net et précis. Le propriétaire de la résidence doit offrir ces services-là qui sont inscrits sur l'annexe 6. Hyper important. Puis après ça, bien, il y a toutes sortes de clauses. Il y a des gens qui nous posent la question, est-ce que
c'est légal de mettre un dépôt? Est-ce que les gens... C'est toutes des choses, des réponses qu'on a et on guide, on dit non, on ne fait pas ça. Et on parle à la résidence. On dit, monsieur, résidence, et on intervient pour l'aîné quand on arrive dans des questions légales. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui suivent peut-être pas la ligne droite, là, puis on remet ça droit. Alors, quand même, il y a des choses à vérifier. Oui, absolument. Là, il y a des éléments à vérifier. On est là à la signature du bail avec l'aîné. On est là pour le support. Et j'imagine les augmentations de loyers. On a parlé dans les médias d'augmentation même abusive. C'est ce qu'on a entendu dans les médias, mais j'imagine que c'est régi aussi par le tribunal local. Absolument. Il y a deux catégories d'augmentation de loyer. Et puis après ça, on va parler un peu d'économie. Alors, les augmentations de loyer pour une résidence qui est neuve. Puis neuve égale 0 à 5 ans. Hein? Une résidence qui est 0 à 5 ans neuve. Le propriétaire peut augmenter le loyer comme il veut. Fait que si vous payez 1 500 $, si l'an prochain, il veut vous charger 1 600 $, il peut le faire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein? Fait que ça, c'est les règles du tribunal du logement. Encore une fois, c'est très précis et il n'y a pas d'attrape légaux. Ils sont obligés de vous envoyer l'avis pour un bail de 12 mois, de 3 à 6 mois avant la fin de votre bail. Alors, dans cet avis-là, ils vont vous dire de combien ils augmentent le loyer et vous pouvez refuser. À ce moment-là, vous devrez quitter. Vous devrez quitter. Pour une résidence neuve, on se comprend bien. Hein? Toutes les clauses de votre bail restent légales. Si la résidence est plus âgée que 5 ans, là, c'est une autre règle. À ce moment-là, le propriétaire va envoyer une augmentation de loyer dans ce 3 à 6 mois. Et s'il vous augmente, par exemple, on va mettre quelque chose de farfelu parce que ça n'arrive jamais, de 10 %, vous pouvez envoyer une réponse au propriétaire disant « Je refuse » et on va aller devant le tribunal du logement et on va aller négocier ensemble devant un régisseur. Bon. Cela étant dit, il y a des règles d'économie. La compétition est forte entre les différents propriétaires de résidences. Et tout le monde sait à peu près combien l'autre charge. Fait que s'il y a une augmentation de prix importante, le propriétaire ne veut pas se retrouver avec plein d'appartements vides. Alors, ils sont quand même logiques. Habituellement, les augmentations de loyer au moment présent sont entre 1 et 2 %. Ça oscille, là. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais entre 1 et 2 %. Et puis à ce moment-là, c'est votre choix de dire j'accepte ou si je n'accepte pas. C'est ça. Alors, c'est important oui. là, de voir ce barème-là, 1-2 % habituellement, c'est ce qu'on rencontre là, dans le marché. Fait que pour une location, on comprend de 1 500 $, par exemple, ça va être entre 15 et 30 $ par mois. Assez rares seront les aînés qui vont vouloir aller passer du temps au tribunal du logement, de vivre l'aggravation pour des montants comme ça. Il y en a qui vont le faire pour leurs raisons, et je respecte ça. Mais la plupart vont dire c'est beau. Avec la direction à ce moment-là. Oui, absolument. Puis on comprend que les résidences ont, comme toute chose, on le sait, le taux d'inflation dans le Grand Montréal qui se situe maintenant entre 2 et 3 % par année. Les coûts à l'intérieur des résidences continuent d'augmenter eux aussi. Le coût de leur salaire, le coût de la nourriture, le coût de l'énergie, etc., etc. Fait que, on n'a pas le choix. Ça fait partie de tout ce qui est immobilier. Et dites-nous, Louis, quand est-ce qu'on peut faire appel? Vous avez mentionné un peu là, vos services
comme accompagnement de recherche de résidence. Quand est-ce qu'on fait appel à une agence comme la vôtre là, pour nous aider dans nos recherches? Par exemple, des gens qui sont parfaitement autonomes actuellement. Est-ce que c'est des services qui sont, disons, bien avisés, là? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, Ginette. Depuis le début de Vis-à-vis, ça fait quand même 33 ans qu'on fait ça, on a aidé plus de 175 000 familles et aînés, autant autonomes que non autonomes. On fait tout ça. On comprend que l'aîné autonome, la réaction, c'est que je vais le faire moi-même. Mm-hmm. Puis c'est correct aussi. Le problème, c'est quand on regarde sur Internet, on va voir une multitude de résidences, qu'on en a parlé tantôt. Puis c'est correct, ça. On aime ça que les aînés soient à l'affût et éduqués de voir qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est pratiquement impossible pour un aîné de savoir, avec des photos, ce qui est écrit, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette résidence-là. Est-ce que c'est un nouveau directeur général? Est-ce que la directrice soins est toujours la même? Est-ce que le chef cuisinier est toujours le même cuisinier? Est-ce que la personne qui est en charge des activités, qu'est-ce qui se passe? Nous, on sait ça. On a une équipe de 160 personnes qui fait ça, et ce, tous les jours. Alors, on est capable de déterminer la qualité à l'intérieur des résidences. Une des choses qu'on n'a pas mentionnées, il y a, pour être une résidence, nous devons être une résidence certifiée. Hein? Vous connaissez ça, Ginette? Et ça, c'est une certification qui a été mise par le gouvernement. Et nous, on ne travaille qu'avec des résidences certifiées. Ça, c'est notre droit de passage. Mais après ça, de savoir que le service et la qualité qui est offerte à l'intérieur des résidences, je peux vous dire, une résidence qui, l'année passée, était excellente, mais cette année, elle peut être moins bonne. Et on n'y va plus. On va travailler avec les résidences, on va leur parler, on va leur dire qu'est-ce qui ne va pas. S'ils ajustent, parfait. S'ils n'ajustent pas, on n'y va pas. Alors, il y a une évaluation absolument, en qui est faite absolument, des résidences. Absolument. Puis c'est parce qu'on y va. Et en plus, nos clients qui sont là nous rappellent, puis ils nous donnent leurs commentaires. Okay. Fait que c'est un feedback, hein, c'est une rétroaction que l'on a des aînés, puis ça nous permet de pouvoir guider ces nouveaux aînés-là qui nous demandent cette aide-là. Fait que vous soyez autonome ou non autonome, parlez-nous. Encore une fois, il n'y a pas de frais, puis il n'y a pas d'obligation. Perdez pas de temps. C'est le fun. Allez voir sur Internet, allez voir des choses. J'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Allez pas voir directement. Parlez-nous avant, puis on va vous guider. Ça va. C'est pas comme si on était pour changer 5 fois de résidence. On essaie de tomber sur la première, la bonne fois, la première fois. Pas déménager non plus, parce qu'on sait comment c'est laborieux hein, comme exercice. Absolument. Puis un des points que j'aimerais mentionner, et on l'a dit tantôt, mais je vais élaborer. Les aînés de 75 ans en plus, 50% ont un problème physique et ou cognitif. 50%. Donc, on est là pour supporter dans ce moment-là. C'est pas évident pour l'aîné et c'est pas évident pour les enfants. Mm-hmm. Les enfants qui travaillent, imaginez qu'ils sont au travail et que maman et papa n'est pas capable de tout faire ces démarches-là. Fait que c'est l'enfant qui s'en occupe. Et encore une fois, on aide beaucoup les enfants dans leur démarche. Et fait que ça, c'est un point important de dire, les enfants, là, essayez de ne pas de faire ça tout seul. Là. On est capable d'être là puis aider. Donc, vous accompagnez la famille absolument, en fin de compte, absolument. Qui s'occupe de trouver une résidence. Absolument. Et on avait parlé aussi de soins à domicile dans votre offre de service.
même en résidence comme telle, là, si jamais l'offre de la résidence n'est pas complète, par exemple, ou appropriée aux besoins. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, ils sont trop occupés. Ah bon? Des fois, lorsqu'un aîné a besoin de plus d'heures soins en résidence, par exemple, un 3-4 heures, 3-4 fois par semaine, la résidence a souvent de la difficulté à offrir ce genre de service-là. Donc, il est préférable de nous appeler et à ce moment-là, en fonction de vos besoins, on va avoir la personne qui va rencontrer ces besoins-là et venir chez vous, soit en résidence ou soit à la maison. Plusieurs fois, on se retrouve, comme vous le savez, les gens me parlent souvent d'Alzheimer. Les troubles neurocognitifs, qui étaient anciennement la démence, sont en progression incroyable et il n'y a pas de cure. Il y a de la médication pour pouvoir ralentir. Mais pourquoi je parle de tout ça? C'est que parfois, les aînés sont en couple, souvent, sont en couple, et le conjoint veut aider l'autre. Mais quand ils ont 80 et une personne qui a un trouble neurocognitif, dont l'Alzheimer, qu'est-ce qu'il fait? Cette personne-là va avoir tendance, je vais donner un des traits parce qu'on pourrait passer 2 heures juste sur Alzheimer. Un des traits de cela est que l'aîné va dormir pendant le jour. Mais qu'est-ce qu'il fait la nuit? Debout. Il est debout. Fait que la personne qui ne le suit pas n'est pas capable de subvenir. Puis au début, elle le fait, mais elle est occupée 24 heures sur 24, 7 jours par semaine parce qu'elle est toujours sur le qui-vive. C'est impossible de tenir ça. Fait qu'on a cette aide-là qu'on est capable de faire à la maison pour s'assurer que le conjoint, elle ou lui, ne perd pas en chute libre. Puis une des choses que l'on fait, puis les gens disent, vous allez faire ça. Ben oui, on va guider aussi avec les soins du CLSC. Parce que le CLSC offre des soins à domicile. Encore une fois, l'objectif est de pouvoir guider. Les CLSC sont capables de donner des soins, soit infirmiers ou autres. Et là, nous, on compense pour la différence. Puis encore une fois, vous avez parlé tantôt, Ginette, des crédits de maintien à domicile. Ils ne s'appliquent pas de la même chose en résidence et lorsqu'on a des soins à domicile. Ce n'est pas la même chose. Okay? Fait qu'on va montrer comment calculer ça et il y a un impact majeur sur les coûts. C'est à la baisse. Là. Fait que nous, c'est pour analyser et offrir, ça ne coûte jamais. Puis après ça, ben, ça va être un coût à l'heure. Pour les soins à domicile. Pour les soins à domicile. Absolument. Pour l'hébergement, il n'y a jamais ça. Pour l'accompagnement, il n'y a pas de coût comme tel. Exact. Ben, c'est très instructif. Je ne sais pas en régie si on a des questions. Alors, il n'y a pas vraiment de questions là, qui nous est posée. Comme je le mentionnais, si jamais les questions vous viennent après cette capsule, vous retournez sur le site de la Ville où vous vous êtes inscrit et vous posez vos questions. Il y a Marie-Laurence Audet, qui est la chargée du programme Virtuart, qui va nous faire un plaisir de nous transmettre des questions et on y répondra. Peut-être un autre point important, si vous désirez avoir plus de documentation par rapport au choix d'une résidence, vous allez dans l'outil de recherche de votre Internet, vous inscrivez guide choix d'une résidence et vous allez probablement tomber, FADOC, bien entendu. Alors, vous allez avoir plusieurs guides très instructifs, ainsi que sur le site de Vis-à-vis, n'est-ce pas? Il y a un guide intéressant que vous mettez à la disposition des gens. Je ne me souviens plus du nom de votre guide, peut-être le mentionner. Sur vis-à-vis.com, les gens oui, vont alors, le guide. Très bien. Et voir aussi peut-être à donner
disons, à regarder votre offre de service, bien entendu, de vis-à-vis. Juste de nous appeler aussi, vous allez voir la discussion, jamais de pression, on est juste là pour aider. Hein? Fait que, ça devient, une des choses, les familles prennent en moyenne, quand ils le font par eux-mêmes, on a déterminé que ça prenait à peu près 137 heures oh là là. de famille d'investissement. Et nous, et de trouver la bonne, on est à 10 à 12 heures parce qu'on connaît très précisément les besoins et les résidences qui offrent les bons services que l'Aîné requiert. Super. Alors, merci encore, Louis, de nous avoir instruits de belle façon, hein, de nous avoir fait profiter de 33 ans d'expérience dans le milieu des résidences pour aider. Encore une fois, peut-être on aurait une question ici. Alors, il n'y a pas de question. Alors, bref, ça nous a fait vraiment plaisir de nous entretenir et de vous entretenir de ce sujet, un sujet de l'heure, surtout après post-pandémie, si on peut dire. Alors, merci de votre écoute et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci, Ginette. Merci, Louis.